On reçoit les gars de Godchar qui viennent nous parler de plusieurs modèles qu'ils ont essayé récemment, dont la Rolls-Royce Spectre, dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y. Donc, salut Alex. Aujourd'hui, dans notre nouvel épisode de Plus de Millage, on reçoit des collaborateurs, les gars du podcast Godchar, Marc et William Bouchard qui viennent nous parler. Donc, salut Alex. Bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Les gars, Marc. Ouais, salut, effectivement. On est effectivement les gars de char. On est des journalistes automobiles. C'est ce qu'on fait dans la vie en majeure partie. Tous les deux membres de l'Association des journalistes automobiles du Canada. Donc, c'est vraiment notre travail dans la vie. Donc, on essaie des voitures. On fait, bien sûr, notre podcast Godchar et on intervient sur plusieurs stations de radio, dans des magazines, des journaux. Donc, on fait des trucs comme ça. Mais la vraie chose, c'est qu'on aime parler de char. Mais on est à deux niveaux, faut que je le dise, parce que, oui, vous avez remarqué qu'on a le même nom de famille, parce que c'est papa et fiston. Vous avez compris que moi, je suis le papa et l'autre, c'est le fiston. Ben oui, c'est ça. Puis ça fait qu'on a deux visions très différentes des choses, parce que notamment, moi, dans la vie, l'automobile, je la prends un peu pour acquis parce que j'ai grandi avec mon père qui ramenait autant des Porsche que des Volkswagen que des Toyota dans ma cour. Donc pour moi, un char, c'est un char. Je suis plus un gars de technologie dans la vie. Je suis plus un gars qui va être là pour parler des nouvelles avancées qu'on peut avoir, même au niveau des systèmes de son, de la navigation, intégrer ChatGPT dans ces voitures. Moi, c'est plus ce niveau-là que je suis. Je niaise un peu avec ChatGPT, mais ça montre le genre de saveur, je dirais, que j'essaie de porter au podcast, tandis qu'évidemment, quand on parle avec mon père, c'est peut-être un peu plus vous de votre côté, messieurs les ingénieurs, parler un peu plus là de ce qu'il y a en dessous du capot, parler. Mais ça donne, je crois, quand même quelque chose d'intéressant. On n'est pas toujours d'accord, mais je pense que c'est ça qui est le fun. Puis où est-ce qu'on peut vous trouver, les gars? Où est-ce qu'on peut trouver votre podcast Godchar? En fait, nous, c'est un podcast qui est strictement audio, donc vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, les Spotify et autres de ce monde, ainsi que sur YouTube, mais comme j'ai dit, en version audio seulement. Bien sûr, vous pouvez aller aussi sur le site godchar.com où il y a des liens pour aller tout simplement voir ça. Puis nous suivre sur les réseaux sociaux parce que quand on fait des essais, quand on va à des événements, on essaie de partager aussi les trucs que l'on essaie, les véhicules qu'on essaie. Donc, mais là, faites une recherche Godchar, c'est pas mal nous autres. Là. On est à peu près partout. On est assez facile à trouver. Superbe. Parfait. Puis vous venez nous parler de des modèles que vous avez essayés récemment. Fait que allez-y. Vous avez accès à beaucoup plus de véhicules que nous. Nous, on est comme des bébés de la maternelle dans le monde des journalistes automobiles, quoi qu'on a déjà accès à certains constructeurs. Donc, parlez-nous de ce que vous avez essayé récemment. Ouais, mais tu sais, moi, je veux dire que ça fait partie des 25 ans d'expérience que j'ai dans ce milieu-là. Là. C'est un peu normal. Écoutez, moi, j'ai choisi une voiture parce que, en fait, c'était un peu pour vous faire baver dans la vie, hein, soyons francs, susciter la jalousie, hein, j'espère que ça va marcher, et parce que c'est une voiture qu'on aura peu l'occasion de voir, bien entendu, c'est la Rolls-Royce Spectre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, à mon avis, c'est la meilleure voiture électrique au monde actuellement. OK? Oh. Puis j'en ai essayé pas mal, mais cette voiture-là, parce que quand tu conduis une Rolls-Royce, tu conduis pas une voiture. Tu as un mode de vie. Parce que, oubliez, on va parler plus tard de la motorisation électrique qui est au fond strictement quelque chose qui est fait par BMW puis qui fonctionne batterie 102 kWh. Bon, tu sais, on n'est pas dans rien d'excessif, mais la voiture elle-même, elle est incroyable. En faisant une architecture pour une voiture électrique, on a installé une batterie, comme je l'ai dit, qui pèse une tonne, là. Elle pèse 700 kilos. Pas tout à fait une tonne, mais pas loin. 7 tonnes. Exactement. Mais ça a augmenté la rigidité du châssis de 30% par rapport à la Ghost qui partage à peu près la même architecture. Donc, ça permet évidemment d'avoir une énorme stabilité avec cette voiture-là. Et on a gagné ce poids-là en enlevant du matériel insonorisant à l'intérieur. Parce que comme tu n'as pas de moteur à essence, tu as moins de bruit de roulement. Donc, on a été capable d'éliminer à peu près 600 kilos de matériaux insonorisants. Fait que la batterie ne pèse presque rien par rapport... On s'entend, là. C'est une voiture qui pèse 2800 kilos au total, là. Hein? Elle fait 5,2 mètres de longueur, 2 mètres de largeur. C'est un coupé 2 portes. OK? C'est immense. C'est immense. Les portes sont des portes suicides, donc des portes qui ouvrent à l'envers. Chaque porte mesure 1,5 mètres de longueur. Okay. L'empattement du véhicule fait 3,2 mètres.
Je veux dire, Il y a une auto qui fit dans l'empattement. oui, c'est une locomotive, là. On s'entend, là. C'est pas une voiture traditionnelle. L'intérieur, c'est d'une beauté absolue. Faut dire que quand on achète une Rolls-Royce, il y a un programme qui s'appelle Bespoke, qui est en fait un programme de personnalisation du véhicule. 80% des acheteurs de Rolls-Royce font personnaliser la voiture. Et là, on a des options. En voulez-vous, en voilà. Si vous voulez l'intérieur carotté rose et mauve, vous pouvez. Celle que moi j'ai essayée avait un cuir bleu pâle à l'intérieur, évidemment des boiseries à part ouverte, du plus bel effet. Il y a au plafond des lumières d'ailes, 4756 lumières d'ailes réparties au plafond et dans les portières. Ça s'appelle le ciel étoilé et ça reproduit une constellation. Mais si vous insistez, on peut faire la constellation de votre lieu et de votre date de naissance. Écoutez, je suis pas capable de reconnaître la grande ours dans le ciel, fait que ça me changerait pas grand-chose pour moi, mais ça amène ça. Donc, on n'est pas dans une voiture ordinaire. C'est pas une auto, tu sais, là, c'est pas une Toyota Yaris, là. On est vraiment dans quelque chose qui crée un mode de vie, littéralement. Système de son de grande qualité, bien sûr, les sièges chauffants, ventilés, massants. Je pense qu'il y a 12 sortes de massages différents. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose d'excessivement luxueux mais malgré tout, c'est une voiture qui est absolument spectaculaire à conduire. 585 chevaux, je vous l'ai dit, là, 2800 kilos, 0-100, 4,5 secondes. Ça commence à déménager. 4 roues directionnelles, donc ça permet évidemment d'avoir une précision incroyable dans la direction. Il y a une suspension qu'on appelle, eux autres appellent ça le Magic Carpet, là. Le vrai nom, c'est la suspension planeur. Alors, ce que c'est, en fait, c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'on utilise les caméras et les capteurs pour lire la chaussée. Deuxième élément, on utilise le GPS pour prévoir ce qui s'en vient, notamment au niveau des courbes et des dénivellations. Donc, on est capable de jauger les amortisseurs en conséquence. Le troisième élément, et là, je vais simplifier le tout, c'est comme si on avait mis des bébés amortisseurs en haut des gros amortisseurs. Donc, tu as un premier amortisseur qui absorbe le premier choc avant que l'amortisseur principal n'absorbe le deuxième. Fait que, littéralement, tu roules sur un nuage, tu ne ressens à peu près rien, mais ça n'empêche pas la direction d'être précise. Alors, je vous le dis, c'est vraiment exceptionnel. Le gros bémol, l'affaire plate en fait, c'est que du point de vue économique, ou de l'économie d'électricité, c'est pas ultra performant. On parle de 418 km d'autonomie à peine. Ça, c'est si on est gentil sur l'accélérateur. 25 kWh par 100 km. C'est haut. Ouais. Pour une berline, c'est relativement aérodynamique en plus. Ouais. Écoutez, aérodynamisme, je vous en ai pas parlé, j'ai oublié. Sont tellement fous. Il y a un coefficient d'aérodynamisme 0,25. C'est plus bas qu'une Porsche 911. Ouais. OK? Porsche 911, c'est 0,28. Ce qu'ils ont fait, vous connaissez les Rolls-Royce avec la petite madame en avant, là, qui s'appelle le Spirit of Ecstasy. Ils trouvaient que la Spirit of Ecstasy, elle prenait trop dans le vent. Alors, ils ont refait le design. Ils ont mis 820 heures de soufflerie pour redessiner le bidule pour qu'il y ait moins de friction. Ils ont fait la même chose avec les jantes pour s'assurer que ce soit des jantes à faible friction. Parce qu'il y a un système de Rolls-Royce avec les jantes. Si vous regardez une Rolls-Royce, vous allez toujours voir le moyeu avec le logo dans le bon sens. Parce qu'il est mobile. Donc, il tourne pas, lui, contrairement aux roues. Mais il fallait évidemment avoir un système qui ne donnait pas trop de friction pour augmenter l'autonomie. Bref, tous les détails ont été pensés pour ce véhicule-là. Évidemment, il y a beaucoup d'options. Puis là, on parle d'affaires de fou. Là. Je veux dire, la porte, vous pesez sur un bouton, la porte se referme. Vous pouvez la programmer pour qu'elle se referme. Quand vous appuyez sur le frein, les deux portières se referment toutes seules. Il y a un parapluie dans la porte. Parapluie donc qui est évidemment Rolls-Royce qui vaut à lui seul à peu près 1000 $. Bref, c'est une voiture absolument exceptionnelle, autant en conduite qu'en qualité. Elle a un petit prix, par exemple. Celle que moi j'ai conduite, parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi une taxe de luxe, qui est de 10% sur les véhicules d'une certaine valeur. Donc, celle que moi j'ai conduite, en pensant qu'il y a un contrôle de traction exceptionnel, elle valait 766 000 $.
OK? C'est quand même fou. Je pense que je sais pas si je suis autant je sais pas si je préférerais en essayer une parce que c'est sûr qu'on est jaloux là, mais je sais pas si j'aurais envie d'en essayer une ou de rencontrer quelqu'un qui en possède une. Je sais pas laquelle des deux serait l'expérience la plus intéressante. Ben moi j'ai fait les deux. OK? Parce que quand j'ai essayé la voiture, j'ai été invité au circuit du Mont-Tremblant par Rolls-Royce lors d'une journée client. Donc, on avait, parce que là, je vous parle de l'aspect, parce qu'on parle de voiture électrique, mais dans la même journée, j'ai essayé la Ghost et le Cullinan, qui est le VUS, OK? Tout à fait discret, muni d'un V12 6,75 litres. Hein? Bon, on en parle à peine. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est sûr que là, moi, j'ai essayé la Spectre et j'ai rencontré les clients. Et entre vous et moi, il y en a un qui a fait « Es-tu à vendre? » Oui, ben je la veux. Puis il l'a pris. Comme ça. Alors, on est dans un autre monde. Là. C'est pour ça que je vous dis, on ne conduit pas une Rolls-Royce. C'est un mode de vie, une Rolls-Royce. C'est vraiment autre chose. Le dernier détail dont je vais vous parler, c'est le contrôle de traction. Évidemment, on peut le désactiver parce que c'est un rouage intégral. Tu as un moteur 195 kW en arrière. Bon, t'en as un en avant aussi. Tu peux désactiver tout ça et on était sur la neige, on était dans une partie de la piste du Mont-Tremblant qui avait été à peine déneigée. Donc, on faisait j'avoue que je me suis amusé à faire des dérapages puis de la drift en masse puis à faire voler de la neige un peu jusqu'à ce que je m'arrête et on faisait une vidéo à ce moment-là et mon caméraman a ouvert la valise arrière qui est gigantesque et là, il a sorti la feuille de fenêtre avec le prix. J'ai immédiatement remis le contrôle de traction. Ça me tentait pas tant de la briser finalement, là, à 760 000 $. J'ai décidé que j'y allais mollo. Mais c'est une expérience. J'avais déjà conduit des Rolls-Royce, là, en été et tout, mais conduire cette voiture-là, une voiture électrique qui est d'une douceur qui est littéralement, il y a des défauts, là, parce qu'il y en a toujours un peu, mais c'est quelque chose d'assez spécial, d'assez particulier, je peux vous le dire. Je serais curieux de savoir, est-ce que les aides à la conduite dans ces véhicules-là sont très avancées au niveau de la conduite semi-autonome ou autonome, par exemple, ou c'est des trucs BMW? C'est des trucs BMW, c'est la même chose, puis honnêtement, sont même probablement moins performants que les i7, par exemple, de BMW ou le iX de BMW. Donc, mais honnêtement, c'est pas fait pour ça. Puis je parlais avec un des propriétaires, en fait, le propriétaire de la concession à Montréal, qui lui a une Spectre et puis était parti de Montréal pour s'en venir au Mont-Tremblant, puis il disait, vous savez, cette voiture-là, elle est faite pour être conduite. Elle est faite sans compromis sur la conduite. Puis quand on la conduit, c'est une voiture. On n'a pas, tu sais, c'est pas quelque chose, tu sais, certains véhicules électriques, on a tendance à faire des compromis sur la façon de conduire à cause de la lourdeur, à cause de ci ou de ça. Dans ce cas-ci, c'est une voiture qui a été faite pour être un coupé sportif sans compromis et on la conduit comme ça. Donc, les aides à la conduite, il y en a parce que maintenant, ça n'en prend, mais on vise vraiment des gens qui sont en mesure de conduire leur véhicule et de triper à conduire leur véhicule. Puis je pense que c'est ça le marché. Des gens qui ont aussi les moyens de le payer, faut-il le rappeler. Mais c'est très intéressant. Merci d'avoir partagé ça parce que c'est autant que moi et Gabriel, on fait de l'électrique 100%, presque 80% du temps, comme je dis, mais moi et Gabriel, on part de loin. Là. Moi, j'ai ouvert le guide de l'auto 2001 quand mon père s'est acheté un Chrysler Sebring. Ne riez pas, OK? Parce que j'ai eu un Chrysler Sebring aussi. Hein? Ça pourrait être une autre histoire pour un autre temps. Alexandre, j'ai eu une Pontiac Aztek. Ah, voilà. Tout le monde est... On est quitte maintenant. Ça, c'est une légende. Les Pontiac Aztek, d'ailleurs, à une certaine époque, ce fut l'un des véhicules les plus volés au Québec. J'ai toujours soupçonné qu'il y avait un quai quelque part dans le port à Québec ou à Montréal où est-ce que tous les gens dompaient leur Pontiac Aztek dans le fleuve puis les déclaraient volés après parce que je pouvais pas concevoir qu'il y avait vraiment des gens qui les volaient. Mais j'ai jamais eu de réponse à ce mystère. Est-ce que tu te l'es fait voler, Marc? Pas du tout. Je l'ai eu pendant 3 ans. Je l'ai ramené chez le concessionnaire et moi, c'est un véhicule qui m'a tout à fait satisfait pour ce que j'en avais besoin. Le moteur était un dinosaure là-dessus, mais moi, j'en avais besoin parce que 2 enfants, dont une fille qui jouait au soccer, dont j'étais le gérant de l'équipe, fait qu'il fallait que je traîne des ballons et tout. Je traînais William, qui était tout petit à l'époque, avec son siège d'auto, sa sœur qui était plus grande, ma belle-mère qui nous servait de gardienne, ma femme, moi, on partait en camping, donc on avait besoin d'espace. La Aztek était, à mon avis, la meilleure solution pour ce genre d'affaires-là. Vaste espace de chargement, des sièges larges comme un autobus scolaire. Ça permettait d'avoir ma fille, ma belle-mère et le siège d'auto en arrière sans problème. Évidemment, c'était un vieux moteur à push-rod, on s'entend qu'il n'était pas très efficace. Oui. Mais 3.4, là, ouf. Bon, 3.4.
D'ailleurs, je veux juste pour terminer là-dessus, là, c'est un véhicule, le Aztec, qui partageait sa plateforme, je crois, avec la Pontiac Montana de Absolument. l'époque, et ma mère en avait une. Et c'est un véhicule qui est considéré là, globalement dans sa fiabilité comme un citron. Mais nous, c'est une des voitures les plus fiables qu'on a jamais eues en 10 ans. Elle a jamais brisé. Il y avait la suspension à l'air en plus avec l'ensemble de remorquage. Puis à un moment donné, il y a une personne, là, disons, de plus grand volume qui est entrée dans le véhicule. Puis là, la suspension a parti, puis ça a fait brrrr. Puis là, elle a demandé qu'est-ce qui se passe, puis on a dit, ah, c'est normal. Ah. Et c'est rien passé. Mais c'est la suspension qui s'ajustait pour remettre le niveau. Ça, c'était plein de belles anecdotes d'enfance. Suspension à l'air que j'avais sur mon Aztec aussi, puis qui avait une particularité que quand le fusible brûlait, le compresseur partait, puis il montait au plus haut. Ce qui fait que la première fois que je suis parti en camping, entre autres avec William et tout, heureusement, c'était pas très loin de la maison, et on est stationné, et bon, pouf, à un moment donné, l'auto a monté, puis t'as à peu près 14 pouces d'espace entre la roue et l'arche de roue, parce que la suspension était tirée au maximum. Puis là, tu fais, oui, mais je fais quoi avec ça? Comment je sors d'ici? Fait que ça a été un peu compliqué, mais on a découvert ça. Oui, alors, de bien belles aventures au volant de la SEC, je peux vous le dire. Ah, c'est bien. Puis, William, tu venais nous parler, je pense, d'un autre modèle électrique dans ton cas aussi, aujourd'hui. Ouais, ben écoute, c'est un peu difficile de passer après ça, là. Moi, je viens pas parler de Rolls-Royce, ça vaut pas 700 000. Moi, je viens parler du Hyundai Kona électrique. Hein? Non, mais quand même, la raison pour laquelle je parle du Hyundai Kona, non seulement c'est probablement quelque chose que plus de gens qui nous écoutent vont pouvoir s'acheter ou ont même une chance de croiser dans leur vie. Je pense que ça, déjà, ça le rend un peu plus pertinent. Mais aussi parce que, il faut dire que j'ai été essayer la version 2024 directement en Colombie-Britannique, donc sur l'île de Vancouver. Et c'est sûr que dans ce temps-là, quand on se fait expliquer directement par les gens de chez Hyundai pourquoi est-ce que c'est un véhicule qui est important, c'est sûr qu'on a une compréhension qui est un peu différente. Fait que, premièrement, est-ce que c'est un véhicule qui est même comparable, écoute, là, c'est sûr que je fais une blague avec la Rolls-Royce, mais à n'importe quel véhicule là qui se veut un peu plus de performance, même si on veut juste le comparer avec ses cousins, là, Ioniq 5, Ioniq 6, c'est pas la même game, hein, on va se le dire. C'est un véhicule qui fait 201 chevaux, 188 livres-pieds de couple, c'est pas quelque chose qui est décoiffant, mais ce que Hyundai nous dit, c'est que c'est pas quelque chose visiblement qui change quoi que ce soit pour les consommateurs, parce que ça représente presque 20% de ses ventes totales, là, quand même, le Kona au Canada, et surtout le Kona EV, c'est au Québec qui s'en vend le plus de loin à travers le Canada, Ça donc me c'est surprend quand même ben moi non plus, hein, quand on regarde la réglementation qu'il y a autour de l'électricité ici au Québec et tout le réseau, notre contexte est beaucoup plus favorable, on va se le dire, là, que certaines autres provinces aux électriques. Puis ça paraît, du moins selon Hyundai, dans les chiffres de vente. Donc c'est pour ça que c'est un modèle qui pour eux était aussi important. Puis c'est pour ça que pour leur nouvelle génération, ils ont voulu changer un peu leur perspective. Parce qu'avant c'était un véhicule qui était basé sur une plateforme à essence. Maintenant, c'est une plateforme électrique sur laquelle on va faire un modèle thermique après. Donc, c'est une nette amélioration là, quand on pense entre autres à l'espace en arrière, parce que avant en arrière il y avait l'espace pour les jambes qui était coupé par la batterie, hein, parce qu'on était obligé de la mettre en quelque part, mais là c'est intégré directement dans la plateforme. Il y a aussi là différents changements au niveau du design. Il y a des changements aussi entre les deux modèles, mais bien sûr les deux modèles, je veux dire à essence et électrique, mais même à ça aussi le modèle thermique a reçu une mise à jour là, au niveau de sa silhouette, disons, qui fait qu'il a l'air encore plus... Dans le fond, il nous disait le style d'une voiture électrique sans être une voiture électrique, hein, parce qu'ils partagent tout un peu cet aspect-là un peu futuriste. Moi, j'admets qu'entre les deux, je reste quand même un plus grand fan de la version électrique qui a entre autres des garnitures en pixels en avant que je trouve qu'il donne vraiment un air là que j'apprécie justement plus moderne, plus futuriste. Mais ce qui m'a bien fait rire, c'est leur intégration d'accessoires de recharge. Donc, entre autres, bon, la recharge plus rapide.
On a légèrement diminué le couple, mais c'est supposé rendre le tout plus efficace. On a une recharge aussi qui est encore plus rapide qu'avant, justement. Mais pour éviter d'avoir du trouble dans nos hivers québécois qui peuvent être, disons, gelés, ils ont mis un système de chauffage du port de recharge. Parce que si vous avez jamais vu, il est en avant, hein, le port de recharge sur le Kona. Donc, avec le port de recharge en avant, aussitôt qu'il y a pluie verglaçante, quoi que ce soit, on se ramassait à avoir une petite porte gelée en avant du port de recharge, ce qui est pas nécessairement extrêmement pratique. Donc maintenant, s'il fait en bas de 0 et qu'on a activé le defrost arrière, le port de recharge va se réchauffer. Puis ça, c'est intégré avec aussi un nouveau système, pas vraiment nouveau, là, un nouveau système d'infodivertissement, mais disons un système amélioré qui va entre autres intégrer ce port de recharge-là. Donc, si vous mettez une borne de recharge dans votre GPS, dans votre système de navigation, le système va automatiquement partir le système de chauffage 15 minutes avant que vous arriviez là-bas à peu près, là. Donc, pour que vous ayez un port de recharge complètement dégelé. En gros, est-ce que ça paraît tant que ça dans le peu de routes que j'ai pu faire avec en Colombie-Britannique? Non. OK, je vais être honnête. Tout ça, c'est des choses que je pense qu'on va plus apprécier au quotidien. Mais pour avoir essayé la version à essence du Kona en octobre dernier, je suis obligé d'admettre que la version électrique est nettement supérieure à la version à essence. Ne serait-ce qu'à cause du couple, qui est bon, il est pas énorme, hein, je le disais, 188 livres-pieds, ça va pas gagner de compétition, mais la différence, bien sûr, avec un moteur électrique, je suis certain que votre auditoire ne peut pas le savoir particulièrement, mais c'est qu'on a un couple qui est beaucoup plus instantané, hein, versus un moteur thermique. Donc, on le ressent dans sa conduite. Je trouve aussi que le véhicule est beaucoup plus équilibré. Je pense que ça vient notamment du fait qu'il utilise la plateforme électrique également pour les véhicules à essence. Quoique c'était pas encore le cas sur la version que j'ai essayée, mais je pense que sur la version électrique, avec la batterie qui est complètement placée là, dans le plancher, ça donne un centre de gravité qui est beaucoup plus bas. Certains vont dire que le sentiment est un peu lourd. Moi, je trouve que c'est un sentiment qui est plutôt stable. Oui, c'est pas nécessairement l'affaire la plus agile qu'on a jamais eue, mais personnellement, je trouve que c'est réussi dans ce qu'on a voulu faire parce que c'est le véhicule électrique le moins cher de chez Hyundai. Laissez-moi vous trouver les chiffres exacts. On parle de 46 399 plus 1925 dollars de frais de transport et préparation. Donc, on parle d'un véhicule en bas de 50 000 pour la version Preferred. Et ça, je parle bien sûr là, sans compter tous les rabais, tout ce qu'on peut avoir au niveau gouvernemental. Et la version Ultimate, donc celle que moi j'ai essayée, est à 51 199 plus le 1925 $ de transport, de frais de transport et préparation. Donc, on est dans quelque chose qui est pas mal moins cher là, que Ioniq 5 et Ioniq 6, avec le même feeling à l'intérieur, pas nécessairement la même finition partout, mais un système d'infodivertissement qui est très similaire, un confort qui est très similaire. Vraiment, si j'avais à m'acheter un véhicule électrique, j'irais jusqu'à m'aventurer, jusqu'à dire que ce serait le Hyundai Kona. Bien sûr, j'ai le temps d'ici là, hein, j'ai pas encore fini mes études, laissez-moi le temps avant d'acheter un véhicule neuf, mais pour quelqu'un en début de carrière, pour quelqu'un qui cherche un premier véhicule électrique, c'est vers ça que je l'orienterais. Puis, au niveau des spécifications, autonomie, ce genre de choses-là, est-ce que tu as un peu plus de chiffres pour nous? Est-ce que l'autonomie est augmentée par rapport au modèle de l'année précédente? Aucun changement au niveau de l'autonomie, même, je crois qu'elle a légèrement descendu. Non, elle a légèrement augmenté, mais presque pas de changement. On parle de 420 km, c'était 415 l'an dernier. Les changements au niveau mécanique là, sont minimes, là. Comme je dis, on a les mêmes 201 chevaux. On a une batterie qui a légèrement plus de capacité avec 64,8 kWh. C'était 64 kWh l'an dernier. Donc, écoute, on parle de changements minimes, somme toute. Le gros changement, ça va être au niveau de la recharge. Hein, j'en ai parlé un peu, mais si je te sors les chiffres spécifiques, là, sur une bande de niveau 2, on disait 9h15 l'an dernier, ce qui est quand même assez long. Et là, pour la version de cette année, on parle de 6h15. 3 heures de moins, ce qui est pas rien. Sinon, pour les bandes à recharge rapide, pour 10 à 80%, là, le changement est un peu moins drastique, mais quand même, 47 minutes
l'an passé, 43 minutes cette année. Donc, bon, les changements sont minimes, mais c'est surtout le changement de la plateforme qui, selon moi, a le plus changé en termes de sentiment de conduite. Là, c'est ça le gros changement, je crois. On s'est pas aventuré à créer un produit nécessairement plus puissant, mais plus efficace. Et ça, Hyundai a été très clair avec nous que c'était le but de l'exercice. C'est définitivement un véhicule que j'ai hâte d'essayer. Là. Évidemment, Hyundai, la relation, on la commence. On n'a pas encore eu de véhicule de presse, mais Gabriel, hein, je pense que ça s'en vient. On va l'avoir. Hein? On va l'avoir, ça s'en vient, effectivement. Mais, on a eu un contact, puis il faut juste attendre qu'il soit disponible. Mais oui, ben moi aussi, le Kona, puis le Niro, là, son frère, c'est des véhicules qu'on a quand même bien appréciés. Je pense que c'est notre premier défi 500 km, c'était un Kona EV de la précédente génération. Puis là, on explorait la température de batterie, le chauffage de la batterie quand on arrivait à la borne. Ça a été un peu à nos débuts, là, un de nos points d'entrée dans le domaine de l'électrique. On a bien apprécié. Mais William, tu as parlé du port de recharge à l'avant. Puis moi, je me suis toujours demandé pourquoi Hyundai fait ça. Puis tu sais, en Europe et en Asie, il y a beaucoup de véhicules moins chers qui ont le port de recharge à l'avant souvent. Savez-vous pourquoi ils font ça? La raison la plus plausible, c'est que lorsqu'ils assemblent le véhicule, là, tu sais, la batterie, elle vient, il y a comme un cradle qu'on appelle en anglais, c'est comme une structure qui va monter toute la batterie et la motorisation en dessous du châssis du véhicule. Si ton port de recharge est à l'avant, puis ton convertisseur, là, ton onduleur, ton inverter, toute ta mécanique électrique puis ton moteur qui sont à l'avant, là, ben c'est super simple. Tu as ta batterie, tu as les câbles au voltage qui s'en vont dans la boîte, puis après ça, tu as le port. Fait qu'ils montent tout ça ensemble. Tandis que les véhicules qui ont le port de recharge à l'arrière, tu repars par en avant, tu repasses le câble par à côté de la batterie. Fait que c'est souvent juste une question de simplicité sur la ligne d'assemblage qui mettent le port. Je dis ça généralement parce que nous, plus d'une dans les commentaires, on va avoir 28 commentaires. On va dire Alexandre, c'est pas exactement ça parce que, mais vous comprenez ce que je veux dire. Généralement, c'est ça. Il y a toujours un petit tannant qui va dire des choses comme ça. Fait que ça fait du sens ce que tu dis, Alex, pour des véhicules électriques dont la version de base, mettons, est traction ou qui sont après dominance traction, surtout ceux qui sont construits sur des anciennes architectures de véhicules à essence, par exemple. Il faut aussi avouer qu'il y a un petit côté pratique à l'avoir à l'avant. Quand on va sur des bornes publiques, notamment, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. En tout cas, moi, je préfère. Puis, vous parlez de véhicules comme ça, Genesis, mais c'est port à l'avant, là, notamment le GV70 électrifié, la G80 électrifiée, le port est à l'avant. Mais c'est probablement pour la même raison, pour simplifier, vu que c'est un véhicule qui partage une architecture essence prédominante. C'est probablement. Puis c'est un bon choix qu'il y a une défaite. Moi, le seul défaut que je vois avec les ports de recharge à l'avant, c'est aussitôt que tu fais un petit accrochage, il peut être endommagé, puis là, le port sera peut-être pas endommagé, mais là, l'auto va faire « Ah, t'es endommagé, je sais pas quoi faire. » Fait que ça, c'est la chose, mais vu que j'en ai jamais entendu parler de gens que je suis pas capable de recharger mon auto, je pense que c'est peut-être pas un problème. Mais je me suis toujours posé la question. On a appris qu'il ne faut pas trop explorer des fois les cas hypothétiques. Non, jamais. Sinon, c'est là qu'on soulève des débats et des passions incroyables sur des choses qui ne sont jamais arrivées à personne ou ça arrive à une personne. Ça arrive tout le temps. Puis, est-ce qu'on a terminé avec le Kona EV? Ce que je voulais rajouter, c'est que vous parliez là, de votre défi, puis vous parliez aussi de la température de la batterie et tout ça. La nouvelle version du Kona, ça va être encore amélioré. Ça aussi, on nous l'a dit. Entre autres, justement, le placement de la batterie qui a été légèrement changé, ça permet d'avoir un meilleur contrôle de la température. On nous dit aussi qu'ils ont un meilleur système maintenant de refroidissement et de chauffage de la batterie. Il faut les deux. Donc, en gros, là, ce qu'on nous a dit, c'est que c'est un problème du passé parce que, oui, les Kona dans le passé avaient des problèmes là avec leur température, mais on nous dit, cette année, le Kona, on a tout rajouté ce qu'on nous demandait, donc contrôle de la température plus intéressant, un essuie-glace à l'arrière et le Apple CarPlay sans fil sur toutes les versions. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Chapeau Hyundai, c'est ça, je dis chapeau Hyundai. Exactement ce que je leur ai dit. J'ai littéralement dit, et ça vous a pris si longtemps à comprendre. Mais bon, écoute, semble-t-il que oui, mais maintenant, on nous a garanti, on m'a garanti, là, les gens de chez Hyundai, que ça allait être le cas sur tous les prochains véhicules, du moins électriques, autant pour l'essuie-glace à l'arrière que pour le Apple CarPlay sans fil. Donc, voilà. Très bien. Donc, on a, je pense, Marc, un petit bonbon pour Alexandre là, pour conclure. Tu as essayé une Volvo récemment. Ouais, puis en fait, j'en parlerai pas longtemps parce que, bon, c'est une Volvo, c'est une V60, c'est la familiale. Moi, je suis un fan de familiale plus que de VUS. Je suis pas convaincu que les VUS, c'est une nécessité. Moi, un beau gros station wagon avec des panneaux de bois, 2,4 enfants et un gros chien, pourquoi ne pas
T'as tout compris, Marc. T'as C'est tout ça. compris. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au Salon de l'Auto de Toronto, on est allé en voiture, et on avait la V60, qui est le nom est complet, là, c'est la V60 Polestar Engineered T8 All-Wheel Drive. Hein? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais en gros, c'est l'hybride branchable, littéralement. Et je vous en parlerai pas longtemps parce que, oui, Polestar Engineer, Polestar, on le sait, c'est d'abord la division de performance de Volvo. Hein. Même si maintenant, ils fabriquent des voitures, Polestar, faut rappeler que Polestar, à l'origine, c'est ceux qui préparaient les voitures de course et les voitures de rallye pour Volvo. Ils le font toujours. Ils préparent encore des voitures qui sont des voitures plus performantes. Dans ce cas-ci, là, on parle d'un moteur à essence, un 4 cylindres 2 litres turbo compressé, jumelé à un moteur électrique. Hein. L'autonomie est supposée être de 64 km. Ça, je vous dirais que compte tenu du fait qu'il faisait pas super chaud, on n'a pas obtenu ça. On a eu 41 km au maximum en version. Mais ce qui m'a impressionné, 455 chevaux, ce véhicule-là, OK? 523 livres-pieds de couple. Ça déménage sur un solide temps, je peux vous le dire. Beaucoup d'espace de chargement, on peut aller jusqu'à 1430 litres, ce qui est l'équivalent de pas mal de VUS. On a fait une moyenne de 6,1 litres au 100. Pour vrai? Pour vrai. Voyons. Hey, c'est bon. Entre Montréal et Puis Toronto, tu roulais pas 100 km/h, là. on roulait à vitesse tolérée. OK, Okay, on va bon. Sur la regarder ça 401, comme ça. j'ai tout compris ce que tu as dit. Écoute, la réalité, c'est que c'est plus entre 120 et 130 que la moyenne de voitures se roule sur la 401. Tu le sais. On était sur le régulateur de vitesse, cependant, donc on a gardé notre rythme tout le long. Écoutez, 6,1 litres au 100. Moi, les deux bras m'ont tombé, littéralement. C'est un véhicule qui est gros, là. C'est un véhicule qui est imposant, là. Ça pèse 4400 livres. C'est quand même gigantesque. 200 kilos, ouais. Oui, et on était deux adultes de bonne taille à l'intérieur. Je te dirais, avec nos valises, on était même 3 adultes sur le retour. Et malgré tout, évidemment, la voiture, là, tu sais, je pourrais vous parler longtemps du comportement, des sièges Volvo qui sont super confortables, du système Google Volvo qui est tellement compliqué à l'intérieur que tu n'as plus envie de t'en servir une fois que tu l'as allumé. Mais ça a plus ou moins d'importance. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la motorisation, l'économie de carburant et la puissance de ce moteur-là qui était vraiment efficace, qui est d'une grande douceur, qui est jumelée à une boîte qui était efficace, une automatique 8 rapports qui est vraiment, vraiment super géniale, rouage intégral. Honnêtement, que de belles qualités du point de vue mécanique. C'est vrai que les coûts d'entretien chez Volvo, ça coûte la peau des dents. C'est vrai que tu sais, il y a des défauts, que la fiabilité, c'est mieux, c'est définitivement mieux depuis que Geely a embarqué dans le décor, puis ils ont investi pas mal à cet effet-là. C'est vrai, les sièges, c'est encore parmi les plus confortables de l'industrie. Ça, je suis obligé de vous le dire. Je le répète, le système Google, pour moi, c'est une catastrophe, là. C'est pas qu'il va pas bien. Il y a ben trop de sous-menus. Dans le Polestar 2, je trouve tellement que ça va bien. Mais bon, je l'ai pas essayé dans un véhicule thermique Volvo. Puis même dans le Polestar 2, je veux dire, quand moi je connectais mon profil, une fois sur deux, il reconnaissait plus mon profil. Bref, ça n'a pas été une expérience. Et quand tu cherches les menus, c'est comme tu as 3 pages de menus à parcourir avant de trouver la fonction que tu veux. C'est pas vraiment intuitif. Bref, ceci étant dit, c'est un bien petit mal parce que en général, je ne vais pas jouer tant que ça dans les menus. Là. Une fois que j'ai réglé mes affaires, je mets mes fonctions principales sur la page d'accueil puis je suis capable de le gérer de là. Mais honnêtement, c'est un véhicule qui vaut le détour, qui vaut quand même cependant 80 000 $. Ouf. C'est fou, hein? Mais c'est des véhicules qui vont avoir une dépréciation probablement assez extrême puis qui vont devenir abordables assez rapidement. C'est drôle ce que tu dis pour le système de... Parce que Alex puis moi, on n'est vraiment pas d'accord là, pour le système d'infodivertissement des Volvo, Polestar et tout. Moi, je trouve que ça fait tout nu dans un Polestar 2. C'est comme si ils ont pris le système qu'Android fait, que Google fait, puis ils l'ont mis là, puis ils n'ont pas pris le temps de penser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, c'est quoi que les gens veulent voir. Tout à fait d'accord. Ce que généralement les constructeurs font. Fait que là, les puristes vont dire « Ah, mais là, c'est Android Auto, c'est le système d'exploitation de Google natif, c'est comme ça que Google le voulait. » Mais l'intention de Google, c'est probablement pas que tu le prennes tel quel, c'est que tu l'adaptes à tes besoins, mais Volvo, ils n'ont pas fait ça. Là. Fait qu'il y a probablement une couple d'ingénieurs là, ils sont vraiment contents chez Volvo en ce moment. Alex est vraiment content.
Mais les autres, je sais pas. Alex, je dis-tu n'importe quoi? Non, tu dis pas n'importe quoi. Puis dans la Polestar 2, il y a des choses que je trouve bizarres, mais je reviens, Marc, tu as parlé de la consommation, justement, du. Moi, je l'appelle toujours le V60 T8, là, parce que c'est comme ça qu'ils les appelaient avant. Oui, oui. Juste C'est T8. encore ça, là. Ouais, c'est ça, mais ils rajoutent plein d'affaires après. T'sais, au début, il s'appelait T8. Parce que, d'abord, comme je dis, moi, de 2019 à 2022, j'ai eu la S60, là, T6 Air Design. Là. Dans le fond, je l'ai eu en septembre, là, quand elle est sortie. Puis, je faisais régulièrement la 401, Toronto-Montréal. Puis, l'été, là, à la vitesse de la 401, hein, 7.2, 7.3, puis j'avais le moteur 2 litres que le véhicule que tu as essayé avait sans l'électrification. Puis c'est pour ça que ça me surprend pas, l'économie d'essence que tu as eu. Ce moteur-là, autant qu'il est extrêmement complexe, supercharger, turbo, toutes les affaires qui viennent avec, mais d'un point de vue d'efficacité énergétique, ce moteur-là, c'est capoté. Puis la 8 vitesses Aisin qui se retrouve chez Volvo, Toyota, Volkswagen, un peu partout, tellement une bonne transmission automatique. Ça, là, ça m'a réconcilié avec les transmissions automatiques, cette transmission-là. Excellente voiture. Oui, c'est une excellente voiture. Puis, je le répète, je conduis des SUV parce qu'on n'a pas le choix. Là, il y en a partout. Mais si j'ai le choix, je vais aller vers une familiale bien avant. Et tu as la sensation de la berline avec le côté pratique du VUS. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience Volvo. Comme je vous dis, j'en parlerai pas longtemps parce que un Volvo, c'est un Volvo. Là. Mais je trouvais que pour la consommation, ça valait la peine de le souligner. Puis un fait intéressant, ce Volvo-là a une suspension comme une Corvette à l'arrière. C'est-à-dire? Dans le fond, au lieu d'avoir un ressort hélicoïdal, c'est une lame de fibre de carbone, là, de composite, puis il y a 2 amortisseurs transversales comme les vieilles Corvettes. Volvo, là, depuis le XC90 en 2015, la suspension arrière des séries 90-60, c'est un. Tu sais, ils appellent ça un leaf spring, là, mais dans l'autre sens. C'est comme une Corvette. Mais je savais que le XC90 l'avait, mais je savais pas que la V60... S60, S90, V60... Ben, toutes ces Volvo-là sur cette plateforme-là, mais XC40, X30, ces affaires-là, c'est une plateforme chinoise un peu... c'est pas ça du tout. Ben, suspension indépendante aux 4 roues, mais la particularité... c'est pas la même... Anyway, c'est le fun fact du jour. C'est bien. Voilà. Excellent. Est-ce qu'on avait d'autres sujets à discuter? J'en ai un. Que ça fait... C'est un... Oui, j'en ai un, mais c'est un 30 secondes. Je veux un on aime ou on n'aime pas sur la nouvelle Renault 5 que Renault a annoncée cette semaine. C'est ce que je veux. Moi, j'aime ça. Mais moi, j'aime les affaires qui ont... Je vous l'ai dit, j'ai déjà possédé une Pontiac Aztek. J'aime les affaires qui sortent un peu du traditionnel ordinaire. Fait que oui, j'ai beaucoup aimé là, ce que la Renault 5 nous propose. J'ai pas pu le voir en détail, évidemment, là. Mais j'ai bien hâte de voir. J'espère être en mesure de la voir en vrai bientôt. J'étais pas certain si c'était effectivement ce que j'avais vu, mais oui. Mais moi aussi, je suis du côté de mon père. Écoute, je retiens pas ça des voisins peut-être, mais j'ai toujours aimé les véhicules qui, je sais pas là, le Nissan Juke là, il y a quelques années, tu sais, ce genre d'affaire là, où c'est pas juste une boîte ou avec des arêtes un peu aérodynamiques. J'aime ça. Est-ce que je m'achèterais le véhicule montré comme il est là, jaune citron ou vert lime, je sais pas, mais présenté avec peut-être une couleur un peu plus standard, moi je pense que de toute façon c'est un peu vers ce genre de véhicule-là qu'on s'en va là. Hein? Quand je parlais du futurisme des véhicules électriques, je regarde ça, les courbes très très épurées, avec les phares qui sont un peu comme intégrés à l'intérieur, puis les entrées d'air à l'avant, c'est pas mal vers ça qu'on s'en va, je crois là. Gab, un petit 2 secondes. Oui, puis vous, bonne question. Ben moi, j'ai écouté rapidement une vidéo sur la Renault 5. Je l'aime. Je pense qu'elle va être disponible à faible coût avec des versions plus citadines avec des plus petites batteries. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on... En fait, on va avoir la Fiat 500 ici, mais c'est quand même prix... Ça va débuter à 40 000 $, quelque chose comme ça, ma subvention. Fait qu'on n'en a pas. Fait que j'ai hâte de voir. Je suis sûr que le premier constructeur qui va arriver avec un modèle comme ça va connaître un grand succès. Il reste à voir ce sera qui. Ce sera certainement pas la Renault 5. Mais oui, j'aime la nouvelle Renault 5. Ouais. Puis pour moi, c'est une excellente application de voiture électrique. Petite voiture citadine, petite batterie, matériaux recyclés, toute faite en France. Voilà. Historique, nostalgique, rétro. Ouais, ben là, on va pitcher une roche dans la mare, cependant. Historique, nostalgique, c'est le fun, là. On ravive tous les noms historiques d'à peu près tous les véhicules dans des formats qui sont totalement différents et qui font hurler les puristes. Est-ce que la Renault 5 va faire...
Oui, elle est vraiment plus grosse qu'avant. Elle n'a pas le même côté charmant. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir du chameau, vous autres, à l'époque, les gars. Non. Mais vous regarderez les vieilles pubs de Renault 5 à l'époque. Donc, est-ce que ramener ce nom-là va faire plaisir aux puristes ou va les faire hurler? Rappelez-vous les débats qu'on a eus avec le Bronco, avec la Mustang Mach-E, avec... À la Mustang, et on l'a encore le débat, je pense. Hein? Il y a des gens qui en sont Ça jamais devrait juste revenus. s'appeler le Mach-E. Juste s'appeler Je le pense Mach-E. que la 911, ça fait quoi, 30 ans là, que c'est plus refroidi à l'air, puis ça soulève... Porsche soulève les passions à chaque fois qu'il lance un nouveau modèle parce que soit il est trop cher, ou il a abandonné une ancienne technologie, ou ils ont rajouté une nouvelle technologie que les puristes n'aiment pas, mais ils vendent toujours des 911 puis ils vont toujours continuer d'en vendre. Je pense que les constructeurs se battent pas trop en général avec ce que les puristes pensent. Des fois, ils nous donnent des belles petites perles, mais je pense qu'il faut pas... Les puristes, je veux dire, la moitié des propriétaires de Jeep Wrangler se plaignent encore parce qu'on a des suspensions indépendantes aux 4 roues. Je veux dire... exactement. C'est ça, le Bronco n'a pas un essieu rigide à l'avant, donc c'est pas un vrai véhicule en route. À cause qu'il est mauvais, il est pas bon. C'est pas logique. C'est un peu le genre de... C'est un peu le genre de raisonnement circulaire que je vois, parce que, surtout le Bronco, y a-t-il quelque chose qui est plus fidèle à son nom? Écoute, pas parfaitement, mais je veux dire, OK, Mustang Mach-E, mais en tout cas, les gens qui chialent sur le Bronco... Attendez. Ben moi, j'ai un point de chialage sur le Bronco, là, les versions héritage à 97 puis 98 000 qui oui, mais c'est beau. Dans les cours de concessionnaire. Ouais, ils sont beaux, mais tu sais, c'est tellement cher, ça n'a aucun sens. Là. Ça coûte rien à fabriquer bon ça. Puis c'est des éditions limitées, ce qui généralement veut dire va se vendre rapidement, puis ça. Mais non, c'est pas ça. Je sais pas, ils ont dû en libérer 400 pour le Canada. Il doit en avoir 390 qui sont pas encore vendus. Ouais, mais j'exagère un peu. Heureusement, le Bronco Sport a rattrapé un peu ça. Les éditions héritage du Bronco Sport se sont vendues dans le temps de le dire. Là. La petite bleue pâle, le Bronco Sport, excusez, là, c'était beau en taboire. Je pense qu'en fait, d'après moi, le vrai Bronco, c'est un subterfuge pour vendre des Bronco Sport. Je pense que il est là, puis là, les gens disent j'ai un Bronco, puis là, les gens ne savent pas. Fait que c'est cool. Ces gros véhicules. Là, quand on le voit, on fait c'est un Bronco Sport. Mais ces gros véhicules-là, ça coûte une fortune. Regardez, Land Cruiser chez Toyota qui part à 70 000 Quand on va l'équiper un peu, ça va être un peu plus cher que ça. Donc, on est vraiment dans un autre monde. Mais tout ça pour dire qu'on ramène des vieux noms. Moi, je fais une émission de télé qui s'appelle Virage. Puis si je veux faire enrager l'animateur, quand il est trop de bonne humeur, j'y parle de la Mustang Mach-E. Je suis sûr qu'il va grimper d'un rideau. Fait que, il y a vraiment des gens pour qui on ne peut pas dire ça. Et la Renault 5 risque de tomber dans le même panneau. Il y a des indéfectibles amateurs de l'ancienne Renault 5 qui seront pas nécessairement contents de l'usage du nom, surtout pour une voiture électrique qui suscite déjà des passions. Là. Les voitures électriques ne font pas encore l'unanimité. Si en plus on joue là-dedans, ça risque de jouer. Ça peut jouer pour comme ça peut jouer contre. On verra ce que ça va donner. Excellente réflexion. Excellent. Je pense, Gab, qu'on a terminé. Hein? On a terminé. Fait que merci Marc Bouchard et William Bouchard de Godchar. Donc, comme on a dit, on peut vous trouver sur toutes les plateformes de podcast en tapant Godchar. Fait qu'on vous invite à aller voir le podcast de Marc et de William. On a vraiment apprécié notre collaboration aujourd'hui. Puis comme toujours, on vous invite à vous abonner à Plus de Millage si vous n'êtes pas déjà abonné. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Donc on se dit à la prochaine.